Les modèles d'études sont obtenus à partir d'empreintes à l'alginate. Une paire de modèles maxillaires et une paire de modèles mandibulaires. Ces modèles d'études sont nécessaires pourquoi? Premièrement, pour la traçabilité. Nous devons conserver d'une part les modèles d'études représentant le patient tel qu'il était au départ, et d'autre part, avoir des modèles d'études sur lesquels nous allons pouvoir vérifier la faisabilité de notre projet thérapeutique en réalisant des cires de diagnostic ou des montages directeurs. Un autre intérêt d'avoir des modèles d'études, c'est de pouvoir déterminer l'emplacement des implants, que ce soit pour des prothèses qui sont réalisées sur une infrastructure type fourmoignon, ou que ce soit pour des prothèses réalisées sur des mésostructures telles que des poutres ou des barres. Enfin, il faudra définir l'orientation de l'axe implantaire, et puis nous vérifierons ensuite le projet prothétique lui-même, en vérifiant ou en retrouvant les éléments nécessaires à la réalisation des 7 clés assurant la faisabilité d'un projet. En dernier, nous vérifierons la possibilité ou non de rétablir l'ensemble des fonctions et de manière partielle ou totale. Les photos montrent un cas clinique et vous voyez que sur ces modèles d'études, on a réalisé des cires de diagnostic qui montrent l'encombrement nécessaire pour réaliser les couronnes prémolaires et molaires à la mandibule. En vue sagittale, sur la face sagittale de ces modèles de diagnostic, nous pouvons repérer la position des espaces interdentaires et la position centrale des morphologies axiales des futures couronnes prothétiques. Une gouttière thermoformée est réalisée sur les modèles d'études et ensuite transférée sur l'autre paire de modèles d'études. Nous pouvons ainsi vérifier l'encombrement nécessaire pour la réalisation de nos futures prothèses. Nous pouvons alors noter la projection de cet encombrement, c'est-à-dire des dents prothétiques sur l'axe de la crête. D'autre part, nous pouvons noter le point central qui correspond à l'axe des morphologies axiales de ces futures prothèses. Et nous pouvons découper la gouttière précédemment utilisée dans son axe mésiodistal en passant par les sillons mésiodistaux des morphologies, ce qui nous permet d'avoir une représentation en bouche d'une part du plan d'occlusion, c'est-à-dire d'un certain axe implantaire, d'autre part d'avoir la meilleure position possible pour une réalisation prothétique, si on la veut, qui soit telle que l'implant soit dans la partie centrale de la morphologie axiale de la future dent, ou si des éléments anatomiques nous y obligent, de devoir placer les implants dans un espace interdentaire, en sachant qu'il faudra à ce moment-là modifier notre projet prothétique en utilisant des mésostructures telles que par exemple une poutre. D'autre part, l'intérêt de pouvoir utiliser ces données, c'est de pouvoir, si on a un élément ou des éléments anatomiques reconnaissables en bouche tels qu'une dent proximale, de pouvoir utiliser un pied à coulisse chirurgical et de reporter ces données directement en bouche afin de compléter la notion de guide chirurgical. Les 7 clés de l'analyse des modèles d'études vont permettre de vérifier la faisabilité de notre projet thérapeutique, mais aussi la nécessité ou pas
de retrouver certains paramètres. L'équilibre occlusal doit permettre l'équilibre des forces occlusales lorsque, par exemple, le patient déglutit. Le plan moyen d'occlusion devra permettre un espace de Christiansen ou pas, suivant le schéma occlusal. Le couloir prothétique garantira un équilibre entre les forces linguales et les forces exercées par la ceinture jugolabiale. Le champ fonctionnel doit être vérifié et, s'il est physiologique, doit assurer une non-existence d'interférence occlusale. On doit pouvoir définir son expression sur l'articulateur qu'on appelle le guide antérieur. Le schéma occlusal permettra un raisonnement aux limites de ce que peut être la cinématique de notre patient, la cinématique mandibulaire de notre patient. Les morphologies occlusales sont la résultante des paramètres précédents, doit assurer une précision et une unicité de la position occlusale lors de la déglutition et l'absence ou la présence de contact lors de cette cinématique. Quant à l'axe d'insertion prothétique, il sera important afin de définir l'orientation de nos implants, mais aussi l'orientation des morphologies axiales des différentes structures ou infrastructures prothétiques permettant l'insertion de prothèses amovibles ou fixées. Nous allons maintenant enregistrer la position de référence obtenue. L'orthèse est parfaitement équilibrée. À une semaine d'intervalle, nous avons obtenu les mêmes points de contact. Les muscles du patient sont parfaitement détendus. Il n'y a pas de contrainte articulaire. Le patient est en position semi-allongée. Un relâchement mandibulaire existe. Nous allons maintenant lui demander de fermer la bouche, de déglutir, et allons enregistrer cette position en interposant une pâte oxyde de zinc qui sera non perceptible lors de l'occlusion. Le patient maintiendra cette position quelques minutes, le temps que le matériau enregistre la position. Nous aurons ainsi la possibilité de monter le modèle mandibulaire sur articulateur exactement dans la relation mandibulo-maxillaire de référence. Afin de vérifier la qualité de notre montage, nous reproduirons cette étape à 8, 10 jours, 15 jours d'intervalle et vérifierons qu'elle est reproductible. L'analyse des modèles d'études doit se faire sur un articulateur, et ceci dans la relation mandibulo-maxillaire de référence la plus exacte possible. Aussi, pour nous, systématiquement, nous réalisons une gouttière de type SLT qui va permettre d'obtenir un état de non-contrainte musculaire et non-contrainte articulaire. C'est pour ça que nous distinguons d'une part l'obtention de la relation mandibulo-maxillaire de référence et d'autre part son enregistrement. Une autre technique peut être utilisée pour obtenir et enregistrer la relation mandibulo-maxillaire de référence est une technique utilisant un plan rétro-incisif construit sur un thermoformage de l'ensemble de l'arcade, mais sans contact donc postérieur. Le port de cette gouttière, de ce plan rétro-incisif, pendant au moins une demi-heure dans une position semi-allongée, permet d'obtenir déjà une très bonne précision de la relation mandibulo-maxillaire de référence et dans beaucoup de cas, cela est largement suffisant. Cette technique a été mise au point par le docteur Karen Pouligain. Dans le cas où il y a des absences de dents, des prothèses provisoires en résine peuvent être construites de telle manière à avoir un plan rétro-incisif
Et de la même manière, on peut à ce moment-là obtenir et enregistrer la relation mandibulo-maxillaire de référence. Quoi qu'il en soit, cette relation mandibulo-maxillaire de référence doit être telle qu'il n'y ait aucune contrainte neuromusculaire ni articulaire. La notion de dimension verticale est une notion importante. Elle est responsable de fonctions de déglutition, de phonation, aussi de la posture. C'est quelque chose qui n'est pas simple à évaluer, qui demande un certain sens clinique. Le cas qui nous est présenté est celui d'un patient qui, au fur et à mesure des reconstructions prothétiques, a perdu la dimension verticale. Ce qui a fait qu'il s'est retrouvé avec des abrasions très importantes sur les incisives mandibulaires et des remaniements au niveau de cette tête de condyle. Nous avons procédé à une mise en condition neuromusculaire et articulaire et nous avons dû reconstruire ce patient dans une dimension verticale acceptable. Ce cas clinique nous montre qu'en fait, la béance antérieure de ce patient n'est pas vraiment réelle. Après avoir retrouvé la dimension verticale du patient, nous avons réalisé des cires de diagnostic et nous avons pu montrer que ce patient, certes, se trouve en bout à bout incisive vos-canin, mais n'a plus de béance. Ce patient est en classe 3 et le fait d'avoir un espace tible relativement insuffisant a provoqué des contraintes au niveau de son parodonte comme au niveau de sa neuromusculature et de ses articulations qui ont été vraiment désastreux. L'équilibrage occlusal, c'est la suppression des contacts prématurés déflecteurs qui ont induit une défense du patient avec un mouvement de latérodéviation ou de propulsion ou composite. Ce contact déflecteur ayant été supprimé, nous avons à ce moment-là une mandibule qui se trouve être dans la relation mandibulo-maxillaire de référence. Il nous faudra alors augmenter le nombre de points d'occlusion statiques sur les prémolaires et molaires en supprimant le deuxième type de contact prématuré qui sont des contacts prématurés de surocclusion mais qui ne provoquent pas de déviation mandibulaire. Il faut savoir aussi que ces contacts ne peuvent être que très légers ou absents sur les dents, sur le secteur antérieur. Les dents antérieures ne devant pas recevoir de pression, seules les dents postérieures sont capables, du fait de leur morphologie, de supporter des charges importantes. Et ensuite, il faut savoir que cette équilibration, elle aura une limite qui est la dimension verticale de déglutition, la dimension verticale d'occlusion qui permet la déglutition, que on perdra de la dimension verticale du fait des prématurités par soustraction, mais qu'une fois la dimension verticale d'occlusion de déglutition obtenue, si certaines dents se trouvent être en dessous, en sous-occlusion, il faudra procéder à ce moment-là à une équilibration par addition, que ce soit des onlets, des couronnes ou autres. Ensuite, on organisera les trajectoires des versants cuspidiens en dynamique pour qu'il n'y ait aucune interférence. C'est le troisième type de contact prématuré, les contacts prématurés d'interférence en dynamique pour les dentures de prothèses fixées, les dentures naturelles. Il est évident qu'en prothèse complète, qu'elle soit bimaxillaire ou unimaxillaire, au contraire, nous voudrons avoir des trajectoires des versants cuspidiens en dynamique qui soient avec des contacts sur l'ensemble de l'arcade bilatéralement équilibrés. Un élément important de l'analyse occlusale est la dimension verticale. La physiologie de cette dimension verticale ne peut que s'établir au fauteuil, en clinique. On vérifiera
que l'espace libre de repos permette ce repos et que le patient ne soit pas obligé de serrer les dents pour avoir un minimum de repos. D'autre part, on vérifiera que l'occlusion permet une déglutition physiologique, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de contraintes musculaires associées. On peut noter qu'il existe une limite supérieure très fine, très marquée, telle que l'espace de repos devienne insuffisant. Par contre, que la limite inférieure est moins marquée, beaucoup plus floue. Les points de contact prématurés occlusaux peuvent augmenter une dimension verticale. Ils sont soit des contacts prématurés déflecteurs, soit des contacts prématurés en surocclusion. Le plan d'occlusion est en fait un plan moyen d'occlusion. Tous les points sont contenus dans un volume en fer à cheval et on peut parler éventuellement d'un plan moyen d'occlusion, mais certainement pas d'un plan d'occlusion. Il s'agit là simplement d'un raccourci. La situation de ce plan d'occlusion ce plan moyen d'occlusion se trouve à mi-chemin, à mi-hauteur de la ligne intercrète. Il se trouve à peu près en regard du modiolus et de la ligne de grand contour de la langue au repos, à hauteur des commissures de la lèvre. C'est son orientation qui nous intéresse le plus. Son orientation varie du plan de Francfort au plan de Camper en fonction de ce que l'on veut obtenir. Soit on veut obtenir une augmentation de l'espace de Christiansen, soit on veut obtenir une diminution. Le seul cas où on veuille obtenir une diminution de l'espace de Christiansen, c'est dans le cas d'un schéma occlusal bilatéralement équilibré, où il faudra même organiser des courbes de compensation sagittale et frontale pour être sûr d'avoir des contacts en propulsion et en latéralité. Dans tous les autres cas de schéma occlusaux, on ne veut pas d'interférence dans le mouvement de latéralité et de propulsion, et de ce fait-là, on aura intérêt à avoir un plan d'occlusion moyen qui soit parallèle au plan de Francfort. Le couloir prothétique, comme le couloir dentaire, doit permettre l'équilibre des prothèses, qu'elles soient amovibles ou fixées. Ce couloir prothétique doit se situer dans un espace tel que la pression de la langue qui exerce une force centrifuge soit compensée par la force centripète de la ceinture jugolabiale. Ce couloir prothétique existe aussi bien dans le secteur postérieur que dans le secteur antérieur. Et nous allons pouvoir situer nos implants dans ce couloir prothétique, mais il va falloir accepter de respecter des impératifs qui sont liés au volume osseux et des impératifs qui sont liés à la réalisation de nos prothèses. Dans le couloir prothétique, nous allons organiser nos implants. Les implants en titane, par exemple, n'aiment pas la flexion. Et si une prothèse fait travailler un implant en flexion, comme on le voit sur le schéma, eh bien à ce moment-là, ces flexions entraîneront à la longue une fracture d'une des pièces implantaires ou supra-implantaires. A l'inverse, si nous avons plusieurs implants, au moins 2 implants, nous allons avoir, même s'il y a une extension, un point de rotation qui va être entre les 2 implants, et de ce fait-là, les implants vont travailler en traction ou en compression. Et les implants en titane, qui sont les plus courants à l'heure actuelle, accepteront beaucoup plus facilement de travailler en traction et en compression. Donc on voit que le nombre d'implants, la répartition des implants et l'organisation de la prothèse qui se trouve être soit en extension, soit sous-tendue aux 2 extrémités, va faire travailler nos implants de manière différente.
Toujours d'un point de vue biomécanique, dans ce couloir prothétique, les implants ne peuvent pas être parallèles entre eux d'une manière opposée, par exemple, entre un secteur 1 et un secteur 2, puisque le maxillaire et la mandibule s'inscrivent dans un tronc de cône. Il est sûr que l'un côté de l'autre, on souhaiterait que les deux implants puissent être parallèles, ne serait-ce que pour des techniques d'empreinte et simplifier les techniques d'empreinte, que les transferts soient parallèles entre eux. Mais ce n'est pas vraiment souhaitable d'un point de vue biomécanique. Le fait d'avoir une convergence mésiodistale, ne serait-ce que de quelques degrés, va permettre aux implants de travailler en traction-compression et d'éviter un travail en flexion. De même que dans le plan frontal, une deuxième convergence vestibulo-buccale va toujours permettre, lorsqu'il y a des forces transversales, qu'il y ait un travail en traction-compression. On peut remarquer sur les deux petits cas cliniques présentés sur la deuxième figure que effectivement il y a une double convergence. Un troisième moyen de bien faire travailler nos implants, lorsqu'ils sont nombreux sur une arcade, c'est de pouvoir utiliser les plans d'opposition de force de M. Roy, par exemple comme sur le cas clinique que je vous ai présenté, ou sur les cires de diagnostic et montage directeur. On peut voir que l'organisation de la prothèse, si elle est solidarisée comme l'indiquent les trois flèches 1, 2 et 3, on a à ce moment-là une augmentation du polygone de sustentation et un travail en traction-compression de l'ensemble des implants. Dans le cas d'un édentement partiel, la situation du couloir prothétique peut se trouver grâce à l'existence de dents résiduelles, comme on peut le voir sur ces cas cliniques. Par contre, dans le cas d'un édentement total, il faudra utiliser les lignes de crête après avoir mentalement compensé les résorptions. Dans certains cas, il peut être intéressant d'utiliser des techniques de piézographie afin de déterminer exactement la situation de ce couloir prothétique. Dans ce cas particulier d'un édentement total et d'une prothèse complète devant être réalisée sur une barre, il est aisé de pouvoir déterminer le couloir prothétique et le plan d'occlusion. Il suffit de tirer un modèle en silicone à partir de la prothèse existante, de thermoformer une feuille de plastique sur l'ensemble de la prothèse et du bloc du modèle en silicone, puis ensuite de rendre cette prothèse au patient. On peut à ce moment-là parfaitement définir la situation de la future barre, voire de la future poutre que l'on va réaliser pour cette prothèse complète. Nous avons un couloir prothétique et un plan d'occlusion parfaitement déterminés par l'actuelle prothèse. Que ce soit en prothèse complète ou que ce soit dans le cadre de la réalisation de prothèses fixées, comme on le voit sur ce modèle en plâtre présentant des dents. Ce modèle en plâtre, en fait, est le duplicata d'un modèle de diagnostic. Et on a réalisé un guide qui est donc issu de ce modèle de diagnostic. Ce guide est la somme de la définition d'un plan d'occlusion et d'un couloir prothétique. Ce cas clinique est intéressant parce qu'il nous montre comment un champ fonctionnel antérieur, qui probablement était physiologique, est devenu pathologique. En antagoniste, un bridge en résine, fait il y a très longtemps, selon les techniques très anciennes, qui a réussi à abraser des dents naturelles. Et la limite de l'abrasion, la limite antérieure de l'abrasion sur les incisives, est venue envahir progressivement, par régression de l'incisive mandibulaire, le champ fonctionnel, le réduisant et provoquant de ce fait une augmentation
du guide antérieur. Nous avons à ce moment-là un mouvement de défense du patient qui va être de se mettre en bout à bout, d'amener sa mandibule de manière antérieure, de telle manière à ne pas avoir de contrainte au niveau des zones bilaminaires. C'est pour ça que pour vérifier si notre guide antérieur est fonctionnel, nous pouvons vérifier qu'il y ait des mobilités des dents antérieures, par exemple, un bridge qui est aisselle, un bridge qui est fracturé, ou alors vérifier qu'il n'y a pas de douleur provoquée au niveau rétrocondylien, et puis surtout, après faire une analyse, après port d'une orthèse, pendant 4-5 semaines, et vérifier si la mandibule a tendance à vouloir venir dans la zone antérieure, c'est-à-dire dans la zone plus antérieure possible. Le guide antérieur est propre à l'articulateur. Le champ fonctionnel est propre au patient. Le guide antérieur est une première approximation de ce que peut être le champ fonctionnel. C'est ainsi que la pente incisive, la pente canine, se trouve être en fait la pente entre deux points pris dans le champ fonctionnel. C'est-à-dire un point de départ qui est le point par exemple du dentalé, en position de relation mandibulo-maxillaire de référence, et ensuite un deuxième point pris en bout à bout incisif. Sur le schéma, nous voyons deux notions importantes. La première est liée au cas clinique présenté, qui est le fait que s'il y a des abrasions des incisives inférieures, eh bien, il y a une négression très souvent suivant la flèche rouge qui montre bien que l'angle incisif va venir envahir l'espace fonctionnel et de ce fait diminuer et pouvoir induire une contrainte rétrusive sur la mandibule. La deuxième notion importante est le fait que le guide antérieur, figuré par la flèche bleue, est simplement la direction moyenne, une pente moyenne inscrite à l'intérieur d'un champ fonctionnel, aux extrémités de ce champ fonctionnel. Ce qui veut dire que les morphologies occlusales, qui vont dépendre de ce déterminant antérieur sur l'articulateur, vont être organisées par cette pente moyenne. Nous avons 4 cas de figure. Première chose, il nous faut une référence occlusale postérieure et unique en statique. Et ceci dans tous les cas, pour permettre une déglutition. Pour que cette déglutition soit correcte, il est absolument nécessaire que nous ayons qu'une seule position parfaitement précise. Celenza a dit que la précision de l'occlusion était plus importante que la position elle-même. Effectivement, cela souligne bien l'importance de l'unicité de cette position et du caractère précis obtenu par des contacts punctiformes. Deuxièmement, cette référence occlusale postérieure unique peut être complétée par une fonction canine lorsque le surplomb est suffisant et que nous nous trouvons soit en denture naturelle, soit en prothèse fixée. C'est-à-dire que nous avons des dents antérieures qui sont pourvues d'un desmodonte et de récepteurs. Troisièmement, cette référence occlusale postérieure et unique peut être complétée par une fonction dite de groupe. Lorsque le surplomb vestibulaire est faible,
c'est-à-dire que nous avons un champ fonctionnel large, horizontal. Nous pouvons renforcer la fonction canine par des contacts de la vestibulaire de la 4, vestibulaire de la 5 et vestibulaire de la mésio-vestibulaire de la 6. Comme pour la fonction canine, la fonction de groupe est réservée aux dentures naturelles, à la prothèse fixée et en prothèse partielle à des guides antérieurs qui sont réels avec desmodontes et récepteurs desmodontaux. Quatrièmement, en dernier, lorsque nous avons des prothèses complètes ou nous avons en antagoniste une prothèse unimaxillaire complète, nous avons systématiquement un schéma occlusal tel que nous ayons un équilibre occlusal bilatéralement équilibré. Cette nécessité de stabiliser la prothèse adjointe totale implique ce schéma occlusal. D'autre part, le fait d'absence de réflexe proprioceptif permet ces contacts équilibrés du fait que ces contacts ne peuvent en aucun cas être nociceptifs. Ce patient présente des couronnes dont la réfection est nécessaire. On peut remarquer des fractures occlusales et des abrasions importantes. Ce patient, après mise en condition neuromusculaire et articulaire, obtention d'une relation mandibulo-maxillaire de référence, devra être construit tel que nous ayons une position de référence postérieure et unique en occlusion, permettant une déglutition fonctionnelle, et dans le secteur antérieur, une fonction de groupe garantissant une désocclusion minimum telle qu'il n'y ait pas d'interférence lors des mouvements dynamiques. Ce patient, lui, a besoin d'une restauration globale de sa bouche, réfection des prothèses conjointes et réfection de sa prothèse adjointe partielle. Afin d'atteindre notre objectif qui est d'avoir un équilibre occlusal, la priorité sera donnée en premier à une référence postérieure unique telle que nous ayons une unicité et une précision qui permettent une déglutition, sans contrainte neuromusculaire et articulaire. D'autre part, le montage des dents dans un couloir prothétique, particulièrement au niveau antérieur mandibulaire, sera tel que l'on respectera le champ fonctionnel et qu'il n'y aura pas donc de contrainte au niveau de la cinématique mandibulaire, de la neuromusculature et des articulations. D'autre part, la fermeture du champ fonctionnel pourrait déstabiliser la prothèse inférieure et parfois chez des patients relativement forts, ayant une bonne musculature, des fractures de nos prothèses. Nous voyons sur ce cas la façon dont il avait été traité par un confrère, où on avait essentiellement un appui antérieur, peu d'appui postérieur, un surplomb vestibulaire, alors que ce patient en fait était en classe 3. Et la difficulté que nous avons eue ensuite à régler l'occlusion, qui était en partie inverse,
Néanmoins, nous avons gardé les mêmes bases, les mêmes principes fondamentaux, qui a été de pouvoir obtenir un tripodisme sur l'ensemble de l'arcade, avec une stabilité occlusale, une précision unique, après avoir obtenu une très très bonne détente neuromusculaire et une non-contrainte articulaire. Le secret de la réussite de ce type de réalisation prothétique est effectivement le respect de principes fondamentaux, même lorsqu'ils sont pas toujours si évidents que cela à mettre en place. Nous voyons que sur la diapositive du milieu, que des cires de diagnostic ont été réalisées afin d'établir au mieux la façon dont les cuspides pouvaient être exploités pour avoir cette stabilité occlusale. Les morphologies occlusales ont pour fonction évidemment la mastication, mais aussi de permettre une stabilité occlusale lors de la déglutition. Je vous rappelle que cette position doit être unique et précise. Donc les morphologies doivent être suffisantes pour avoir cette stabilité occlusale, un calage occlusal, mais en aucun cas doit contraindre la cinématique mandibulaire. Car si l'on diminue le volume du champ fonctionnel, particulièrement lors du retour de la mandibule pour déglutir, eh bien nous aurons à ce moment-là une contrainte au niveau des articulations et de la neuromusculature. Les morphologies occlusales dépendent de la nature de l'antagoniste. Les morphologies peuvent être celles de l'antagoniste, peuvent être celles d'une denture naturelle, mais peut-être aussi des morphologies thérapeutiques, par exemple d'une prothèse fixée, ou des morphologies des dents du commerce d'une prothèse adjointe. D'autre part, le choix des matériaux déjà utilisés pour l'antagoniste va conditionner le choix de notre matériau pour notre prothèse. Ce cas clinique est celui d'un bridge sur une mésostructure, une poutre, et ce bridge est amovible grâce à 2 verrous. Les morphologies de ce bridge ont été réalisées en fonction de son antagoniste, et comme pour toute prothèse fixée, nous avons le choix de la morphologie, puisque ces morphologies sont réalisées individuellement en fonction des déterminants postérieurs et antérieurs de l'occlusion. Ce cas clinique est celui d'une prothèse complète sur poutre, amovible grâce à 2 verrous. Antagoniste a une prothèse partielle sur un plan avec des attachements axiaux. La chance que nous avons d'avoir un édentement symétrique permet d'avoir des antagonistes réciproques qui sont des dents du commerce. Ces dents du commerce ont des morphologies prévues en usine pour pouvoir être fonctionnelles. Pour ce même cas clinique, nous avons les 2 prothèses réalisées au maxillaire et à la mandibule. Une prothèse fixée au maxillaire et une prothèse partielle à la mandibule qui est conjointe à de la prothèse fixée sur le secteur 4. Nous pouvons voir les surfaces occlusales métalliques réalisées sur la prothèse adjointe partielle. Ceci dans le but d'obtenir la meilleure référence occlusale postérieure et unique afin d'avoir un schéma occlusal qui permette une fonction de déglutition et une cinématique mandibulaire correcte. Ce cas a été réalisé il y a de nombreuses années, il y a plus de 30 ans, largement, et toujours en bouche à ce jour. Il est important de faire la remarque suivante à propos de l'abrasion des dents. Cette abrasion ne dépend pas de la dureté du matériau, mais de l'état de surface et de la sphéricité
des versants cuspidiens. Cette abrasion ne peut exister que s'il y a un frottement sans interposition de salive entre les dents antagonistes. Par exemple, dans le cas de parafonction ou d'une alimentation contenant des matériaux abrasifs tels que des silices. Et puis des cas particuliers de parafonction permanente qui peuvent être celles de certaines bruxomanies. Les morphologies des dents du commerce sont en général organisées de telle manière à ce qu'elles puissent fonctionner en antagoniste. Si en antagoniste, nous n'avons pas de dents du commerce, mais une denture naturelle ou une prothèse fixée par exemple, il nous faut alors modifier les faces occlusales de nos dents de prothèse partielle. Lorsque ces dents sont réalisées en résine, parce qu'il n'y a pas suffisamment de hauteur permettant d'utiliser des dents en céramique, eh bien nous devons adjoindre des surfaces occlusales métalliques à ces dents afin d'une part d'organiser la pérennité de l'occlusion en évitant toute abrasion et d'autre part en permettant d'avoir un réel verrou de l'occlusion qui permette d'avoir une déglutition et une stabilité occlusale. Si nous avons pu monter des dents en céramique comme dans ce cas, il nous faudra à ce moment-là modifier les morphologies occlusales de ces dents en céramique, et pour ce faire utiliser une céramique haute fusion semblable à celle des dents du commerce. Moyennant quoi, nous voyons très bien qu'entre ces deux photos, en haut et à gauche et en bas et à droite, la différence de qualité des morphologies qui sont devenues beaucoup plus fonctionnelles et adaptées à un antagoniste. L'axe d'insertion est la 7e clé. Non pas que l'axe d'insertion soit lié directement à l'occlusion, mais indirectement, au moins sur 2 points. Le premier, c'est qu'il doit être perpendiculaire au plan d'occlusion corrigé, puisqu'il doit empêcher plutôt la désinsertion de nos prothèses lors de la mastication. D'autre part, il faut éviter que les fraisages et les éléments fraisés, les crochets, attachements, etc., participent à l'occlusion. Il vaut mieux que ces points d'occlusion soient sur les couronnes fraisées elles-mêmes. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'en parler ici et que cette 7e clé est importante dans le concept de fabrication de nos prothèses, de prothèses adjointes partielles. Il faut savoir que cette axe d'insertion conditionne la ligne de grand contour en fonction de cette perpendiculaire au plan d'occlusion corrigé, mais aussi les zones de rétention qui sont à 0,25 lorsqu'on travaille avec du cobalt-chrome, conditionne les préparations coronaires de prothèses fixées ou pelliculaires des dents naturelles, les fraisages des couronnes fraisées, la position des attachements. C'est donc un élément très important de la construction de nos prothèses adjointes partielles, combinées généralement à de la prothèse fixée. L'axe d'insertion conditionne évidemment le fait de combiner différentes prothèses entre elles, mais aussi de pouvoir organiser une prothèse supra-implantaire, par exemple sur une poutre, ou sur des infrastructures telles que des faux moignons. Un autre élément dans l'organisation de nos implants dans ce couloir prothétique est le fait que la résorption des crêtes se fait généralement aux dépens de la table la plus mince, c'est-à-dire la table vestibulaire ou maxillaire. À la mandibule, elle peut se faire soit aux dépens d'une table vestibulaire ou d'une table linguale. Mais on se trouve de toute façon dans le cas de figure où l'axe de l'implant ne se trouve pas forcément exactement dans l'axe coronaire de la future prothèse. Il faudra donc organiser ces implants de manière biomécanique
de telle façon à ce que leur travail se fasse le moins possible en flexion et avoir des pièces qui permettent de relier l'implant à la prothèse telle que cet axe puisse être corrigé. Ce cas clinique est celui d'une prothèse bimaxillaire sur poutre avec une contre-armature et des verrous. Pour pouvoir situer une poutre, sa contre-armature que l'on voit en pointillé bleu sur le schéma, avec les fraisages nécessaires, il faut parfaitement connaître le couloir prothétique afin de pouvoir ménager la place des différents matériaux et que les implants travaillent parfaitement et soient situés au mieux des volumes osseux. Il est donc impératif d'avoir réalisé des prothèses provisoires avec un couloir prothétique parfaitement validé par le port en bouche ainsi que d'ailleurs le plan d'occlusion.